C'est le professeur Daniel Laurent qu'on avait déjà vu, qui avait présenté quelque chose sur Belloc, vers Jacmel. Il y a beaucoup de minerais en Haïti. Ils sont revenus aujourd'hui avec d'autres révélations. Alors, bienvenue encore, professeur Laurent. Alors, il a avec lui l'ingénieur Mathurin, la femme du feu docteur Daniel Mathurin, qui avait fait beaucoup de découvertes sur le potentiel minier d'Haïti, et notre propre patriarche, Jean-Claude François, qui aura quelque chose à présenter après. D'accord? Bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi de me baisser bien bas pour vous présenter tous mes respects, pour présenter mes respects au public sélect que vous êtes. Je dois dire que, sincèrement, je n'aurais pas pris l'initiative de parler de ce genre de sujet ailleurs, parce que je me serais fait passer pour un farfelu, un illuminé, mais je me sens très bien avec vous et chez vous de pouvoir discuter d'un tel sujet. Je tiens à présenter mes plus sincères remerciements à Claire Prissoir, qui s'est chargée de l'invitation, qui a même insisté pour qu'on puisse discuter de ce sujet. Tous mes remerciements au patriarche, qui a voulu, et je le remercie de l'accueil. Ainsi, je dois aussi remercier Mme Mathurin, Jean-Pierre Mathurin, de l'accompagnement. Alors, je dois avouer que ma passion pour ce sujet remonte à fort longtemps, et j'ai envie de dire même que c'est mon plus vieux sujet d'intérêt intellectuel. Et c'est ce qui m'a amené quelque part à rencontrer mon maître, l'éminent et à tout jamais inoubliable, le savant haïtien, le docteur Daniel Mathurin, parce que c'était en 1999. Je terminais mes études en 4e secondaire, ce qu'on appelle actuellement la 9e année fondamentale, et je me rendais en 3e secondaire, quand à la télévision, j'ai vu le docteur qui a été invité à l'émission de Compère Philo, Carrefour, et qui parlait de la culture haïtienne. En fait, tous mes professeurs au collège Roger Anglais me couraient après parce que je m'intéressais à un sujet qui apparaissait insolite ou bizarre. Mais j'ai vu, ce jour-là, j'ai pu découvrir quelque part un abbé Einstein haïtien et qui parlait de la question des extraterrestres avec une essence, avec une spontanéité qui m'a marqué. Je me suis dit, j'ai finalement trouvé celui qui est mon maître et qui allait me montrer la voie. Donc je voudrais commencer par des avertissements. Je ne suis pas venu ici parce que je crois tout savoir du sujet. Je ne saurais avoir une telle prétention, mais je suis venu ici dans une logique de partage et d'échange. Donc à tour et rôle, et on pourra toujours enrichir mon exposé et dire ce que l'on sait ou ce que l'on pense du sujet. Quelque part, moi je vous présente ce que j'ai pu ramasser comme somme de documentation et la vision que j'ai du thème. Alors, de quoi ai-je envie de parler? Quelque chose que je ne pourrais pas parler à l'université, bien sûr. Je ne pourrais pas discuter de ce sujet à la faculté d'ethnologie, à l'INAGUE ou à la faculté de droit où j'enseigne. Je voudrais vous parler cet après-midi des 4 races extraterrestres les plus présentes dans l'histoire de la Terre. C'est-à-dire que si on se réfère à une littérature ovniologique, d'ovni ou ufologique, quelles sont les 4 races extraterrestres qu'on voit qui se présentent le plus fréquemment dans l'histoire de la Terre? Ensuite, on pourra faire la discussion, est-ce qu'une race est divisée en sous-races, etc. Mais je voudrais me limiter à la documentation. En guise d'introduction, je commencerai par dire que la question de la vie intelligente a toujours passionné les hommes. Et ça ne remonte pas au temps moderne, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a commencé réellement à développer une passion pour la question des extraterrestres, ça remonte à plus loin. Il y a 23 siècles de cela, un grand philosophe grec et qui était le disciple d'Épicure du nom
de maître d'or, enseignait qu'un univers contenant un seul monde habité est aussi inacceptable et insensé qu'un champ agricole dans lequel on aurait décidé de planter un seul épi de maïs. Et si on va encore un peu plus loin, mais après lui, il y a un philosophe romain qui s'appelle Lucrèce. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans l'Antiquité, il y a deux grands philosophes romains célèbres. Le premier, c'est Lucrèce, de son nom Titus Cretius Carus, et le second, c'est Sénèque, de son nom Lucius Annaeus Seneca, dit Sénèque le philosophe. Eh bien, Lucrèce, que l'on considère comme le plus grand des philosophes latins de l'Antiquité, qui est l'auteur de Naturarium, qui veut dire de la nature des choses, qui est un traité philosophique inachevé, était convaincu que dans les autres parties de l'univers se trouvent d'autres terres comme notre planète et différents types de races vivantes intelligentes. Et quand nous savons logiquement et astronomiquement que dans un champ de 100 parsecs, un parsec c'est une unité astronomique qui est égale à 3,263 années-lumière. Et une année-lumière c'est 9,461 multiplié par 10 exposé en 15 mètres. Dans ce champ de 100 parsecs qui représente l'univers visible, l'univers observable, pour reprendre Gaston Bachelard dans son fameux livre La formation de l'esprit scientifique, contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, l'homme n'a que l'âge de ses instruments de mesure. Dans ce champ de 100 parsecs du Sage, il y a 300 milliards de galaxies dans l'univers. 300 milliards de galaxies. Et chaque galaxie est composée entre 2 à 400 milliards de soleils. Il y a 400 milliards de soleils dans la Voie lactée. Et chaque soleil est accompagné de 10 et de 14 planètes. Bon, dans notre système solaire, on parlait de 9 planètes, mais depuis 2005, on a réduit à 8 planètes, parce qu'on a découvert que Pluton n'était qu'un objet transneptunien. Eh bien, la question de l'existence des extraterrestres mérite beaucoup notre attention. C'est pourquoi cet après-midi, dans le laboratoire de notre cerveau, je propose que nous étudions ensemble la question des extraterrestres. Aussi, dans le but de traiter notre sujet dans ses modalités essentielles, je propose qu'on puisse répondre aux questions suivantes. La première, qui me semble être la première question, évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition, qu'est-ce que c'est, que pourrait-on entendre par extraterrestre? La deuxième question que je me propose de discuter avec vous, pourquoi ces races viennent-elles sur Terre? Et finalement, la troisième et dernière question, en quoi leur présence parmi nous peut-elle représenter un avantage ou un inconvénient? Donc, ce sont ces trois interrogations que je propose qui servent de lanterne à notre réflexion. Donc, je commence par répondre à la première question. Que seraient donc les extraterrestres? Et d'ores et déjà, mais on pourra toujours faire un débat, j'établis la différence entre extraterrestres, intraterrestres et ultraterrestres. Les extraterrestres qui proviennent d'autres parties de l'univers, les intraterrestres qui peuvent être des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre, et les ultraterrestres qui proviennent d'autres dimensions. Bien que cette définition in fine ne résiste pas à l'analyse, parce qu'ils peuvent toujours avoir des implications. Je propose, et je pose ça comme postulat, qu'on peut définir les extraterrestres exobiologiquement. Alors, ce que je découvre, c'est que, paradoxalement, je fais appel à cette science qui se dit officielle pour définir les extraterrestres. Cette même science qui refuse d'en parler et qui refuse de reconnaître que c'est une vérité et c'est une réalité. Donc, je disais que je pense qu'on peut définir exobiologiquement et cosmologiquement les extraterrestres comme des êtres intelligents venant d'autres planètes de notre galaxie, Voie lactée, soit d'autres galaxies de notre univers, soit de Proxima du Centaure, de Sto Ceti, des Cylons Eridani d'Alpha Centauri, etc. Et nous savons que, bon, si vous voyez un documentaire qui s'appelle Les Mystères de l'Univers, et qui est le premier épisode, il y a une Russe qui s'appelle Elisabeth Clarer. Cette dame a été disparue pendant de nombreuses années. Et puis finalement, une soirée, alors que tout le monde chez elle était en train de dormir, la cour où elle habitait
s'est mis à être éclairée par des lumières de différentes variétés. Et finalement, c'était elle qui était de retour avec un extraterrestre dont le nom, si j'ai bonne mémoire, s'appelle Archon, qui lui avait fait visiter la galaxie de Proxima du Centaure, si j'ai bonne mémoire, qui a 2 soleils. Donc, les extraterrestres sont scientifiquement et technologiquement plus avancés que nous et se serviraient de vaisseaux baptisés OVNI, OVNI qui est l'acronyme de objet volant non identifié, O pour objet, V pour volant, M pour non et I pour identifié pour venir sur Terre. Leur avancement et leur antériorité par rapport à nous est facilement compréhensible. Car, d'après les données les plus modernes et les plus récentes de l'astronomie, notre univers est plus ancien que l'on a cru et est au moins âgé de 20 milliards d'années. Dans tous les ouvrages, vous allez voir qu'à partir de la théorie du Big Bang, qui ne reste et demeure qu'une théorie, on avance la date de 15 à 13 milliards d'années d'existence de l'univers. Mais il y a des études un peu plus poussées qui avancent des âges plus avancés. Et je reviendrai à la fameuse phrase de Gaston Bachelard, l'homme à l'âge de ses instruments de mesure. Et je donne comme référence, c'est l'espace, juin 1997, à la page 38 et 45, qui en parle, Science et vie, numéro 1063, mars 2006, à la page 58 et 77, qui tient ce même propos. Ce qui nous frappe chez eux, c'est, quand je dis chez eux, je parle de ces extraterrestres, chez elles, je veux parler de ces races d'extraterrestres, c'est qu'elles sont ou qu'ils sont, dépendamment de ce qu'on retient, et morphologiquement très différents de nous. Et d'après une revue scientifique bimensuelle extraordinaire qui s'appelle Le Monde de l'Inconnu, août et octobre 2006, malheureusement qui a disparu de nos librairies et qui est en ligne, heureusement, numéro 821, les pages 44 les pages 24 à 26, leur description permet d'établir l'existence de 4 races d'extraterrestres. Vous avez les petits gris qu'on appelle short gris, les nordiques, les reptiliens qui se passent de présentations extrêmement célèbres, et finalement les grands blancs qu'on appelle Talwai. Donc je propose de parler de ces races extraterrestres intelligentes de manière détaillée. Je commence par le premier groupe, les petits gris. Bon, il semble que c'est la race d'extraterrestres la plus célèbre du monde. Alors, de couleur grisâtre, je dis grisâtre, pas gris, d'où le nom de petit gris. Un petit gris mesure entre 1 et 5,50 mètres. Il a une tête volumineuse en forme d'œuf, 2 grands yeux et une quasi-absence de nez et de bouche. Très mince, il possède 2 bras enfilés et des jambes courtes et malignes, ou c'est comme si c'est des pygmées ou des cocobés. C'est à ça ressemblé, et ce serait ces fameuses races qu'on aurait découvert lors du crash de Roswell en 1917 que le documentaire considère comme une fable. Je poursuis avec les Nordiques. Les Nordiques, eux, ils ressemblent beaucoup plus aux hommes. On les considère comme des humanoïdes, de humanos, humanité, oïdos, aspect. Ils sont grands et blonds et ils font penser au type scandinave, c'est-à-dire les Danois, les Finlandais, les Norvégiens, les Suédois, de leur appellation de Nordiques. Certains d'entre eux ont une hauteur de 2 mètres et possèdent une force humaine. J'aborde maintenant le troisième groupe, les reptiliens. Alors, on les appelle les reptiliens parce qu'ils font penser aux lézards, aux serpents, aux reptiles, de leur nom de reptiliens. Ils ont une peau écailleuse et des yeux dont les pupilles sont constituées par une petite fente. Ce sont les reptiliens que vous voyez dans la série qu'on appelle V. Ce sont eux qu'on présente. Mesurant entre 1,80 et 2,50 mètres, ils ont les mains griffues et une crête sur le haut du crâne. Et ils ont le sang-froid, pour kilotherme, appelle-t-on ça en biologie, comme tous les sauriens. Et on dit qu'on peut reconnaître leur chef par leur corps et leur queue, semblables à celle des dragons. Ils ont aussi le pouvoir de changer de forme
et donc de pouvoir tromper les témoins en adoptant une autre apparence, ce qui est une propriété biologique qu'on connaît sous le nom de mimétisme. Et David Icke en parle énormément. Et je terminerai par la présentation de ces groupes avec les grands blancs. Donc ce sont des humanoïdes luminescents, minces et de très grande taille, environ 3 mètres en moyenne. Leur visage ressemble au visage des humains, à l'exception de leurs yeux qui sont plus bleus et plus larges que la normale. La particularité des gants blancs, la plus frappante, est qu'ils possèdent à chaque main 4 doigts se terminant par des espèces de pinces. Les gants blancs ont en plus des capacités biologiques exceptionnelles. Ils seraient doués d'une durée de vie de plus de 800 ans et une vitesse de course de 60 km/h. Maintenant qu'on les a présentés, il est important pour nous de savoir et de chercher à déceler les raisons, comme je l'ai dit, à travers cette littérature pas scientifique, ufologique, ovniologique, que viennent faire ces races extraterrestres sur Terre. Et ce que j'ai pu trouver à travers la documentation, parce que le patriarche disait, et fort éloquemment tout à l'heure, qu'on ne peut pas faire de cela l'objet d'une démonstration, ce qui est quelque chose que j'ai retenu et que j'ai noté. Nous pouvons dire que chacune de ces races viendrait sur Terre pour des objectifs bien déterminés. Donc, il semblerait que les buts de ces extraterrestres varieraient d'une race à une autre. Donc, je propose qu'on passe en revue, selon cette fameuse littérature, les plans de ses frères et de ses sœurs cosmiques. Je commence par les petits gris. Donc, ils viendraient sur Terre pour prendre des échantillons de fleurs et de plantes et pratiqueraient des visites touristiques, explorant de nouveaux mondes comme nous les terriens avons l'habitude de visiter les pays étrangers. C'est ce qu'on dit. Je continue avec les Nordiques qui ordinairement passent pour être des pacifiques en général, qui cherchent de temps à autre à entrer en contact avec nous dans une perspective de partage universel. Donc, ils passent pour être, eux, des philanthropes. J'avancerai avec les reptiliens. Ce sont eux qu'on représente sous forme de divinité serpent et très souvent dans les mythologies. Qu'il s'agit de Kulkulkan chez les Mayas, de Quetzalcoatl chez les Aztèques ou de Viracocha Inca chez les Incas. Le projet, les Chinois, le projet serait défavorable à notre égard. Et je propose que nous revenons sur la question. Et je termine avec les grands blancs. Ils seraient là pour partager et étudier scientifiquement les différences de comportement entre leur race et la nôtre. Donc, par ailleurs, en quoi la présence de ces extraterrestres sur notre globe est-elle négative et positive? Négativement, nous pouvons dire que, avant tout, que certains petits gris, parce qu'on parlait tout à l'heure de mauvais, de grands tigris, de plusieurs races de petits gris, etc., sont en contact avec des gouvernements de la planète et travaillent en étroite collaboration avec des centres de recherche secrètes comme la zone 51, qui est très célèbre. Ils nous donnent leur technologie en échange de cobayes humains. Les petits gris sont, selon certains chercheurs, et Bob Frissell qui a écrit un livre extraordinaire et célèbre qui s'appelle « Rien n'est vrai » en ce livre, et il y en a de même pour toutes choses. Donc, selon certains chercheurs, les petits gris souffriraient d'un problème de dégénérescence biologique et de reproduction. Et s'il étudie le matériel génétique humain, génome, chromosome, ADN et même des êtres vivants de manière générale de notre planète, c'est dans le but de créer une race hybride. La recherche scientifique des petits gris est donc responsable de certains enlèvements qu'on appelle des abductions et de mutilations de bétail. De plus, on soupçonne les reptiliens de vouloir installer leur domination sur la Terre, notamment en utilisant la manipulation mentale. Ils se servent de nos dirigeants pour faire passer leur message et leur volonté et sont impliqués dans plusieurs guerres. On les soupçonne d'avoir eu une main extrêmement cachée de la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
selon plusieurs ovniologues et même ufologues, dont David Icke, que j'ai déjà cité, est peut-être le plus représentant des représentants, David Icke pense que les reptiliens occupent la Terre depuis des milliers, voire des millions d'années. Et ils nous influencent depuis le commencement du monde. Certains chercheurs pensent même que les reptiliens ont mis en place certains systèmes de croyance par certaines religions monothéistes pour mieux nous contrôler. Donc ils seraient extrêmement dangereux. Enfin, les gants blancs, eux, ils travaillent avec les responsables des gouvernements de la planète et deviennent très violents si on essaie de les tromper ou quand une situation ne leur convient pas. Envers les gants blancs, les terriens doivent faire donc preuve de beaucoup d'attention et de prudence. Par contre, nous ne devons, avoir peur de ces extraterrestres, car il y a des avantages qu'on peut tirer d'eux. Et j'essaie de voir ce qu'on pourrait bénéficier d'eux. Primo, pour les petits gris, donc ordinaire, il y en a beaucoup parmi de ces races de petits gris qui travaillent pour le bien de l'humanité. Ils sont là pour nous faire bénéficier de leur savoir scientifique et technologique millénaire. Grâce à eux, parce qu'ils maîtrisent ces paramètres, nous pouvons faire des percées nourries incroyables et même extraordinaires dans le domaine de la biologie, de la génétique, mystère de l'apparition de la vie, guérison de certaines maladies et même la juvénilité, de la cosmologie, astronomie, exobiologie et même de l'astronautique, téléportation, vaisseaux spatiaux perfectionnés, maîtrisés par paramètres du temps et de l'espace, voire et intergalactique à une vitesse dépassant la lumière. Et nous savons que la lumière voyage à une vitesse de 300 km par seconde, mais en fait, c'est un chiffre qu'on a arrondi parce que c'est 299 712 km par seconde. Secondo, nous avons très peu à craindre des Nordiques. En général, ils sont des philanthropes. Comme ils sont très avancés dans le domaine du mental, ils peuvent nous apprendre des phénomènes comme la télépathie, la télékinésie. En fait, je parle du reste du commun des mortels, la télépsychie, les secrets du développement cérébral, etc. Et enfin, les gants blancs, eux, ils collaborent déjà avec l'armée américaine qui étudie de très près la technologie de leurs vaisseaux, de leurs différents types de vaisseaux. Ils peuvent nous apprendre comment protéger la Terre de l'attaque des astéroïdes. On a parlé la dernière fois de cette question d'attaque des astéroïdes, des comètes et des météorites à partir de la création d'un champ magnétique isolant. Ils ont beaucoup de connaissances en matière de lévitation et peuvent nous apprendre comment prolonger la vie. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que les scientifiques travaillent énormément sur la question de la téléportation depuis 1947. Et ça, c'est pas une référence non orthodoxe. C'est la recherche, ils ont déjà téléporté une souris et qu'ils travaillent d'arrache-pied sur la question de la juvénité. Donc, il me semble qu'on a énormément à collaborer avec ces membres de la famille cosmique. Et il aurait fallu que je fasse une conclusion, tout qu'on le fait. J'ai tenté de décrire ces différents races extraterrestres, après avoir essayé d'examiner les mobiles de leur visite sur Terre et même tenu compte des inconvénients et des avantages de leur présence. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer en gros de cet examen? Alors, je pense que, sincèrement, et là je partage cette foi profonde avec mon feu maître, l'éminent docteur Daniel Maxwell, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que l'univers est rempli d'êtres intelligents. Donc, en ce sens, je pense qu'il y a un effort extrême que l'humanité doit faire pour dépasser à tout jamais ce qu'on pourrait appeler, et je me sers de termes un peu saugrenus, l'anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on nous considère comme le centre de l'univers, et le géocentrisme, qui même s'il est démodé depuis Galileo Galilei, Nicolas et Copernic, a tendance à revenir. Et en ce sens, je suis sincèrement convaincu que les chercheurs marginaux et que les occultistes tels que Eric von Daniken, Jacques Vallée, Jacques Berger, Alfred Naron, pour ne citer que ceux-là, ont toujours été en avance par rapport aux scientifiques, qui, soit par hypocrisie ou par ignorance,
ne veulent pas aborder le sujet avec le grand public. Peut-être ils ont raison, ils avancent certaines raisons. En tout cas, nous sommes assez imbus du sujet et je crois que nous sommes mieux édifiés et plus ouverts qu'eux. Donc, je cède la parole au patriarche pour ses commentaires, ses remarques et même ses objections. Je suis là pour le débat, je suis ouvert au partage et à l'échange et merci de m'avoir écouté. Je vais juste faire la transition.